Alors j'ai pu faire cette vidéo grâce à mes recherches, mes lectures, mais aussi à ma visite au nouvel hôpital de Navarre. En effet, il y a un espace aménagé là-bas qui est dédié à l'histoire de l'ancien asile. Je précise que ces images ont été tournées en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Ma visite se fait dans une partie de l'hôpital à part des enceintes de soins dans les anciennes caves de la chapelle. J'ai été reçue par une personne top qui a travaillé au sein de l'hôpital psychiatrique, une personne passionnante autant par ses connaissances que sur sa façon de transmettre son savoir. Je l'en remercie d'ailleurs beaucoup. C'est grâce à Pinel ainsi que Esquirol qu'on voit apparaître une volonté d'amélioration des conditions de vie des aliénés. Pinel est né le 20 avril 1745 et est mort le 25 octobre 1826. C'est un médecin aliéniste, précurseur de la psychiatrie et zoologiste. Il a œuvré pour l'abolition de l'entrave des malades mentaux par des chaînes et pour l'humanisation de leur traitement. Quant à Jean-Étienne Dominique Esquirol, il est né le 3 février 1772 à Toulouse et est mort le 12 décembre 1840 à Paris. Il était un aliéniste français. Il est considéré comme le père de l'organisation de la psychiatrie française. Il a approfondi la nosographie de Pinel. Mais revenons au contexte de l'idée de création de l'asile. La loi du 30 juin 1838 par Esquirol envisage de modifier la prise en charge des fous au sein des prisons, où ils sont maltraités, enchaînés et traités de façon atroce par les autres prisonniers. Cette loi dit que chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner des aliénés ou de traiter à cet effet avec un établissement privé ou public, soit de ce département, soit d'un autre département. Malgré cette loi, beaucoup de départements prennent leur temps dû aux besoins financiers que cela occasionne. Le 21 mars 1860, un décret impérial déclare d'utilité publique la construction de l'asile départemental de l'Eure, donc à Évreux, et c'est le château de Navarre qui est repris pour réaménager l'infrastructure en asile. Parlons de la bâtisse. Domaine appartenant au début à Joséphine de Navarre en 1810, oui, on parle bien de Joséphine de Beauharnais et ex-femme de Napoléon. D'ailleurs, c'était un cadeau de Napoléon Bonaparte suite à leur divorce. Eh bien, c'est ce domaine qui sera choisi. Il était constitué de plusieurs édifices, dont un château principal qui a été détruit par M. Dauvet en 1836. Il y construisit par la suite une usine et vendit en détail terres et prairies. Le 1er août 1866, c'est l'ouverture de l'asile avec 170 hommes aliénés qui arrivent avant la fin des travaux auxquels d'ailleurs ils participeront. En effet, la construction de l'asile n'étant pas terminée à leur arrivée en 1866, beaucoup de ces malades ont dû contribuer à l'achèvement des travaux et même parfois leur mobilier. Je dis bien des hommes, car les femmes ne seront admises que 2 ans après dans l'hôpital. Le docteur Védy fut le premier médecin directeur de l'asile de janvier 1866 au 31 décembre 1872. Quand il prit ses fonctions au sein de l'asile, peu de bâtiments étaient construits, les travaux n'étant pas terminés. Védy fit en sorte de rendre l'hôpital le plus autonome possible, en créant des potagers, une porcherie et en plantant des arbres fruitiers, en créant aussi des ateliers comme par exemple la serrurerie, atelier de confection de matelas et autres coutures, etc., etc. Et en 1890, la construction d'un abattoir, d'une boucherie, d'une brasserie, d'une boulangerie se rajoutera. Védy construisit aussi le cimetière des fous à côté de l'hôpital de Navarre qui est aujourd'hui abandonné. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Donc nombreuses sont les professions qui exerçaient les personnes au sein de l'asile. Les patients en faisaient partie. Ainsi nous retrouvons de très nombreux corps de métier tels que la serrurerie, la menuiserie, la plomberie, la cordonnerie, la forge, la matelasserie, l'électricité, les cuisines, la buanderie, la lingerie, la brasserie, la meunerie, la boulangerie, des métiers comme les couvreurs, les peintres, les vitriers, etc., etc. En gros, énormément de métiers sont représentés au sein de l'asile. Il ne faut pas oublier la création d'une fanfare, faisant de l'asile de Navarre un lieu indépendant. On peut même parler d'une petite communauté. Par la suite, c'est le docteur Louis-Alfred Brock qui succédera au docteur Védy. Pendant 17 ans, ce docteur possédera un rôle majeur au sein de l'asile de Navarre.
On peut dire qu'il est l'un des acteurs principaux de l'amélioration des conditions de vie des aliénés au sein de l'asile. Par exemple, il pratique l'hypnose sur les femmes victimes de crise. Mais aussi, il est convaincu que les encouragements dans le travail agricole notamment permettent d'obtenir de très bons résultats chez les patients. Et c'est d'ailleurs ce qui permettra d'agrandir les nombreuses infrastructures de l'asile, surtout pour l'agricole. C'est également ainsi que les activités céréalières et maraîchères se développèrent. Le potager, lui, s'agrandit, le moulin est amélioré, la boulangerie crée de très bons produits, considérés même comme l'une des meilleures boulangeries de Évreux. La brasserie produit 3700 hectolitres de cidre chaque saison. Pas mal, hein? La vacherie, les écuries, la basse-cour et la porcherie sont agrandies aussi ou améliorées. Même les ateliers se développent, la menuiserie, la peinture par exemple, et surtout des salles de classe sont créées. Les cours sont donnés par une ancienne institutrice ou un des pensionnaires très intelligents. De plus, le docteur supprime la punition par la douche et remplace la camisole de force par une ceinture à manchon. Donc, pas mal de changements positifs sous ce directeur. Puis ce sera au tour du docteur Daniel Brunet en 1880. Puis le docteur Louis-Félix Adam qui lui succédera pour une courte durée, du 14 avril 1897 au 31 décembre 1898. Le préfet de police de Paris explique par un télégramme destiné au préfet d'Évreux le placement d'office à la Maison nationale de Charenton du docteur Louis-Félix Adam. Le docteur Charles Bessières lui succédera en 1899 jusqu'en 1919. Il fut beaucoup critiqué et même accusé d'abus de pouvoir. Le personnel soignant se regroupèrent même en syndicats exigeant, entre autres, de meilleures conditions de travail, une augmentation de leur pension alimentaire et le droit aux infirmières de se marier, car en effet, le mariage des infirmières était interdit car cela aurait provoqué l'embauche d'une équipe de nuit et donc un ajout financier à l'asile, et ce n'est que en 1913 que cet article sera abrogé. C'est aussi à cette époque qu'on va constater des expériences plutôt bizarres. En effet, par exemple, on injectera de l'urine des patients possédant des troubles mentaux, mais aussi de l'urine de personnes dites normales à des lapins pour voir la réaction de ces animaux. Hyper chelou. Enfin, par la suite, la mauvaise gestion du personnel provoquera une crise. La guerre n'améliorant pas les choses, l'asile est en manque de personnel et provoque quelques pénuries alimentaires, même si les pensionnaires semblent manger à peu près suffisamment. La grippe espagnole, à ce moment-là, fera aussi des ravages, donc pas très chouette cette époque. Puis c'est le docteur Pierre Dadet qui succédera au docteur Bessières, mais c'est pas sur son cas que nous allons nous pencher, mais surtout sur la présence du médecin adjoint en fonction d'interne en médecine du 17 juillet 1920 jusqu'en 1922, une personne horrible, je vous parle évidemment du monstrueux Marcel Petiot. Un criminel historiquement et sinistrement connu, possédant le surnom du docteur Satan. Oui, j'ai fait une vidéo sur lui, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en description et à la fin de la vidéo. Petit résumé, possédant un passé de violence, il s'engagea dans l'armée et se blessa volontairement pour ne plus y faire partie. Il fut interné à l'hôpital de Fleury-les-Aubrais, où on lui diagnostique des déséquilibres mentaux et de la neurasthénie. Il possédera plus tard le statut d'ancien combattant alors qu'il n'aura été que brièvement militaire. Il obtiendra par sa ville natale d'Auxerre un certificat de bonne vie et mœurs et s'inscrira en avril 1920 comme étudiant en médecine. Et c'est le 17 juillet 1920 qu'il prendra ses fonctions à l'asile de Navarre, où il préparera sa thèse de médecine qui a pour nom « Contribution à l'étude de la paralysie ascendante aiguë, maladie de Landry, ses relations avec l'encéphalite épidémique ». Petiot tuera en plein conflit de la Seconde Guerre mondiale plusieurs personnes en se faisant passer pour un résistant voulant aider des personnes à fuir le régime allemand. Mais à la place, il dépouillera ses victimes avant de les tuer dans sa propre chambre à gaz. Le docteur René Bessières, fils de Charles Bessières, l'ancien directeur de l'asile cité précédemment, médecin-chef à Sainte-Anne, expliquera lors du procès de Petiot qu'il était un fantasque, un exalté certainement, un déséquilibré. L'asile d'Évreux possède quand même pas mal d'anecdotes, mais je m'attarde pas trop sur ce personnage vu qu'une vidéo lui est consacrée.
Parlons maintenant des pratiques, des soins et des médicaments utilisés au sein de l'asile de Navarre. La vie quotidienne au sein de l'asile d'Évreux a été souvent jugée sévère, au point qu'elle a même été comparée à l'univers carcéral. 2 types d'admission sont possibles à l'asile, le placement volontaire et le placement d'office. Celui-ci relève d'une décision préfectorale, appuyée par un avis médical, et s'applique en cas de dangerosité du malade pour l'ordre public. Beaucoup de patients ont un sentiment d'incompréhension face à leur enfermement. Ils se disent innocents, ce qui est généralement un mot désignant un sentiment d'injustice lors d'une incarcération. Les dortoirs et les réfectoires imposent une discipline sévère, la répartition des aliénés est stricte au sein de l'établissement. Tout est cloisonné, les patients ne peuvent circuler librement et sont toujours sous surveillance par les gardiens. Et ils doivent demander l'autorisation pour chaque chose désirée ou acte mineur. On assiste aussi à la dépersonnalisation des aliénés, à qui on attribue un matricule plutôt qu'un nom. Même dans le cimetière, c'est leur matricule qui est mis sur leur tombe. On peut aussi remarquer que beaucoup des patients sont souvent des personnes sans maladie mentale, mais qu'on ne sait plus où placer. De nombreux internements à l'asile se font par l'intermédiaire des hospices du département qui transfèrent à Navarre les populations nécessiteuses qu'elles ne peuvent plus entretenir par exemple, mais aussi des prostituées, des délinquants récidivistes, etc. qui rajoutent à l'hôpital de Navarre encore plus un sentiment qu'on a affaire à aussi une maison de détention plutôt qu'un asile tout court. Maintenant, citons quelques instruments de soins utilisés pour les malades. L'ouvre-bouche qui servait à gaver les patients présentant des problèmes de nutrition, de sitiophobie, c'est-à-dire refus total de toute nourriture, mais aussi pour passer des sondes dans l'œsophage. Le tire-langue qui complétait les manœuvres, le marteau réflexe qui sert à tester les réflexes tendineux, l'autre partie du marteau, où se situe la pointe, lui détermine s'il y a une ou des lésions du système nerveux central. Il y a aussi le diapason, un concept d'instrument de musique revisité pour devenir un examen neurologique. J'explique. Le diapason se présente comme 2 tiges d'aluminium en forme de U. On applique la tige sur un os et on crée une vibration. Et ensuite, on constate si le patient ressent ou non l'onde émise par le diapason. Sismothérapie, c'est-à-dire l'électrochoc par le biais de l'appareil nommé sismotère, permet, quant à lui, de provoquer des crises convulsives chez les patients. Savez-vous que le traitement d'électrochoc est encore aujourd'hui pratiqué pour soigner majoritairement la dépression? Il y avait aussi la lobotomie, qui consiste à percer des trous dans le crâne des patients et d'extraire des sections dans les lobes frontaux. L'hydrothérapie, sous la forme de bains froids, voire parfois des bains glacés ou chauds. Bains médicamenteux ou douches, l'hydrothérapie était très prisée à l'époque. On adaptait la technique ou la température par rapport à ce que l'on voulait soigner. Par exemple, des bains chauds et vaporeux pour les patients agités. La cure de dégoût. Ceux qui ont vu Orange Mécanique se rappellent peut-être quand on montre de force des images de violence à Alex Delarge pour l'en dégoûter. Eh bien, cette scène culte de ce film de Stanley Kubrick montre cette envie de soigner les problèmes d'addiction avec une méthode de remaniement des sens. Ici, c'est la même chose. La consommation répétitive provoque le développement d'un réflexe de Pavlov. En gros, les stimuli, c'est-à-dire le plaisir, l'ambiance quand on boit l'alcool, l'expérience, les sensations que l'alcool crée, induit à des réflexes répétitifs pour recréer ces sentiments de plaisir. Pour contrer cela, la cure de dégoût permettait, grâce à des médicaments comme l'injection d'apomorphine, de rendre l'absorption d'alcool qui s'en suivait extrêmement horrible, avec de véritables moments de dégoût. Ainsi, le stimuli de la bonne expérience se remplaçait par l'envie de vomir et d'une dégradation de l'état allant même jusqu'au spasme. Après plusieurs jours de traitement, le dégoût remplaçait ainsi l'envie et le plaisir. Enfin bref, plus tard, le disulfiram et spéral, toujours d'actualité de nos jours d'ailleurs, sert aussi pour ce traitement par dégoût, en ayant un même effet dissuasif. La cure de séquelles maintenant, qui était un moyen assez impressionnant utilisé pour soigner la schizophrénie. Elle consistait donc à mettre le patient dans un coma insulinique, provoquant une hypoglycémie, puis progressivement refaire monter le taux de sucre dans le sang. Ce traitement était extrêmement risqué et souvent mortel, mais pourtant adopté par plusieurs pays, sauf pendant l'Allemagne nazie, car elle avait été inventée par un juif, Manfred Sakel.
L'encéphalographie gazeuse consistait à opacifier les cavités cérébrales avec de l'air en ponctionnant le liquide céphalorachidien par le biais des lombaires et on le remplaçait par l'air. À l'époque du docteur Vedi, les soins et traitements se composaient de bromure de potassium, médicament utilisé dans les services pour soigner les aliénés. Navarre ne fait pas exception. Donc, le bromure de potassium est un sédatif et un anticonvulsivant. On pensait à cette époque que l'épilepsie était causée par la masturbation. Charles Logok a même expliqué que le bromure calme l'excitation sexuelle et la pensée, créant son succès pour traiter cette maladie. Ce sera le médicament phare jusqu'au phénobarbital en 1912. Nous trouvons aussi l'hydrate de chlorate utilisé comme sédatif et hypnotique et qui est encore utilisé de nos jours, et d'autres comme l'extrait de belladone ou le nitrate d'argent. Et on peut aussi citer pour la pharmacopée sédative l'opium, le laudanum, le carbonate de fer, les bains froids, des tisanes, mais aussi comme autres traitements les vésicatoires, qui est un médicament appliqué sur la peau causant une inflammation de celle-ci, les purgatifs, les saignées, le moxa qui consiste à faire brûler une mèche ou un cône d'étoupe sur la peau du crâne, de la nuque ou du front, des tempes ou du rachis provoquant de grosses douleurs. Mais en 1952, les neuropsychiatres Pierre Deniker et Jean Delay découvrent les effets sédatifs également de la chlorpromazine. Le Largactil est né. Ce fut une grande découverte. Bon, on connaît aussi les autres moyens comme la camisole et bien sûr l'isolement dans les cellules pour calmer les crises. Voilà donc un petit résumé des pratiques et des soins anciennement utilisés au sein de l'asile. Aujourd'hui, il reste de très nombreux bâtiments de l'ancien asile, qui est d'ailleurs devenu aujourd'hui le nouvel hôpital psychiatrique de Navarre. Cette visite a été très enrichissante. Bon, même si en partant, j'ai dû faire le ménage. D'ailleurs, saviez-vous que cette espèce de balai hyper lourd est un balai que les pensionnaires utilisaient? Cette grosse brosse s'appelle la galère, une sorte de lustreuse. Sachez que les pensionnaires apparemment adoraient l'utiliser. Cela leur faisait de l'exercice et ils étaient assez libres en faisant le ménage. Par contre, il fallait une certaine technique pour pouvoir l'utiliser et moi, apparemment, je l'avais pas. Maintenant, partons au cimetière des Fous, ce cimetière abandonné depuis longtemps. Par un chemin perdu dans les champs au milieu des bois, le cimetière des Fous semble être tout droit sorti d'un décor de film. Et pourtant, ce cimetière nous confronte à la réalité, celle de l'asile et des maladies d'une autre époque. En 1866 que ce cimetière a été ouvert. C'est le cimetière d'un hôpital psychiatrique. Il a été ouvert pour commencer pour accueillir les dépouilles des malades du choléra. Puis ce sont les aliénés qui ont été enterrés ici. En effet, l'hôpital ouvre en août 1866, mais dès septembre 1866, l'hôpital est touché par une vague de choléra, donc plein de morts. Sur Évreux, mais aussi plein de morts à Navarre. Alors le médecin directeur de l'époque, le docteur Vedi, contactera le maire d'Évreux pour lui demander s'il ne pouvait pas construire un cimetière près de l'hôpital pour éviter de promener les morts en pleine ville jusqu'au cimetière communal. Et vu que c'est une maladie contagieuse, l'accord a été donné pour créer ce qu'ils ont appelé un champ du repos. Une autre raison est à prendre en compte. L'emplacement de l'asile, mais aussi du cimetière, a été choisi par le préfet d'Évreux pour éloigner de la ville ces morts qu'on ne préférait voir. On compte 460 tombes dans ce cimetière. Des patients, des soignants, mais aussi quelques médecins, même un soldat. Plus personne n'y sera enterré depuis 1974. Voici quelques anecdotes de ce cimetière. Parmi les enterrés, il y avait un patient qui se prenait pour un roi de France. Mais il y a aussi la tombe d'un des pensionnaires de l'asile qui s'occupait du cimetière jusqu'à sa propre mort. On peut aussi y voir une stèle d'un médecin handicapé de Navarre qui avait demandé par testament son enterrement au milieu de ses patients. On peut y voir aussi la tombe d'un poilu, Adrien Barillon, entré à l'asile le 7 janvier 1911 et décédé le 8 mars 1920, mort pour la France. Le cimetière vendu à l'État depuis 2010 est depuis laissé en abandon. Il sera détruit malheureusement dans les semaines à venir
pour construire une future route de contournement de l'agglomération d'Évreux. Et malgré les actes effectués pour la préservation de ce lieu d'histoire, ce cimetière doit disparaître, ensevelissant avec lui les traces d'un passé pourtant important. En sortant de ce cimetière, j'ai eu l'impression d'avoir le cœur lourd. Ce cimetière abandonné n'en reste pas moins un lieu magnifique à l'atmosphère mystérieuse. Je vous laisse le constater en images. J'espère que vous avez appris plein de choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Bye bye! See you soon in your nightmare!